Faites attention, Big Brother is watching you. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'ombre, dans un monde intrigant et complexe, celui du blanchiment d'argent. Si vous avez déjà entendu parler de ce terme, mais que vous ne savez pas exactement ce qu'il englobe, ou si vous pensez qu'il ne concerne que des criminels endurcis, détrompez-vous. En effet, cette infraction concerne beaucoup plus de personnes que vous ne le pensez, pourrait même vous concerner à vous. Faites attention, c'est une infraction qui est remplie de subtilités techniques, de subtilités juridiques, et qui est passionnante à étudier. Aujourd'hui, nous ne ferons qu'une présentation générale. Nous ne rentrerons pas dans le détail. Vous verrez que ça tiendra bien assez pour une vidéo. Et bien évidemment, nous pourrons faire d'autres vidéos sur le sujet si ça vous intéresse. Je pense qu'il y a de quoi faire des heures et des heures de vidéos sur le sujet. Si vous voulez d'autres vidéos, écrivez-le dans les commentaires. Je les lirai. De toute façon, il n'y en a pas. Donc si jamais il y en a un, je le verrai, je le lirai et j'en tiendrai compte. Avant de passer à la suite, je vous encourage à vous abonner, à liker cette vidéo, commenter si vous voulez, à la partager aux gens que vous penserez intéressés. Je vous remercie. Alors, l'infraction de blanchiment. Le blanchiment est incriminé dans le code pénal, au 324-1 du code pénal. Le blanchiment, c'est ce qu'on appelle une infraction de conséquence dans le cheminement criminel. Elle intervient dans un second temps, après qu'il y ait eu déjà une infraction de commise, une infraction principale. C'est la même chose pour l'infraction de recel. Donc pour qu'il y ait blanchiment, il faut qu'il y ait eu une infraction au départ, et plus précisément une infraction profitable, une infraction dont l'auteur a tiré un profit, direct ou indirect. Donc voilà le texte d'incrimination. On remarque deux alinéas. Ces deux alinéas correspondent à deux réalités qu'il faut distinguer. Il y a deux infractions de blanchiment en fait. On les appelle blanchiment alinéa 1 ou blanchiment alinéa 2. Ou deux auteurs l'appellent très justement blanchiment média ou blanchiment immédiat. Le blanchiment alinéa 1. Faciliter par tout moyen la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Donc comme on l'a dit, il y a eu une infraction principale qui a procuré un profit, l'élément préalable à l'infraction de blanchiment. Et si on se penche sur l'élément matériel, la facilitation par tout moyen de la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur. Et là, une chose saute aux yeux, c'est un élément matériel très large en fait. Il englobe énormément de situations. On va d'abord voir qu'on peut imaginer toutes sortes de justifications constitutives a fortiori de blanchiment. On a déjà vu un faux contrat de travail, d'un faux bulletin de salaire, d'une fausse reconnaissance de dette, une fausse comptabilité, d'un faux certificat de vente, une fausse facture, d'un faux titre de propriété et même une fausse attestation de gain au jeu. Etc., etc. En fait, là, dans ces schémas-là, on peut imaginer en fait toutes sortes de justifications. Tout ça dépend de l'imagination des délinquants. On a déjà vu une fausse donation aussi. Et donc, au-delà de cette justification mensongère, c'est la simple facilitation de cette justification qui est visée. Ça élargit énormément les choses. Ok ? Par exemple, celui qui a juste facilité la réalisation d'un faux contrat de travail, il pourra être considéré comme blanchisseur. D'accord ? C'est si large en fait, la facilitation par tout moyen en plus, parce que la loi précise par tout moyen. C'est si large que les simples conseils peuvent être visés, d'accord ? Et là sont visés, mon regard se dirige vers les professionnels du droit et les professionnels du chiffre. Avocats, notaires, banquiers, comptables, d'accord ? Investisseurs, sociétés de financement, etc. Métier qui consiste à donner des conseils. Tous ces gens-là peuvent être visés. Et en jurisprudence, ça s'est déjà vu, il a considéré comme auteur de blanchiment le notaire qui s'était autorisé à conseiller à son client de payer un appartement par des virements bancaires internationaux afin de présenter l'opération comme plus transparente. Ensuite, toujours sur l'élément matériel, il faut parler des biens et revenus en question. Quand on lit le texte, il est question des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré un profit. Voilà. Donc, les biens et revenus de l'auteur, peu importe lesquels. Il ne s'agit pas là des biens et revenus qu'il a retirés de l'infraction. Il ne s'agit pas du produit de l'infraction. Il s'agit simplement de biens et revenus qui sont dans le patrimoine d'un auteur d'une infraction profitable. Peu importe le lien avec l'infraction d'origine. Vous l'aurez compris, le but de cette incrimination, c'est de couper les ailes aux auteurs d'infractions profitables, quitte à contaminer tout le patrimoine d'un soupçon infractionnel. Dans le fond, la loi ne demande pas que l'on établisse une sorte de traçabilité de chaque centime suspecté d'être le produit d'un délit. D'accord ? Tout votre patrimoine est contaminé.
Toujours dans l'élément matériel, on parle du patrimoine de l'auteur. En réalité, l'interprétation doit être plus large. Il peut s'agir aussi du patrimoine du complice. On se fiche du degré de participation dans l'infraction d'origine. L'important, c'est simplement que la personne soit impliquée dans l'infraction d'origine, peu importe son degré d'implication, et qu'elle en ait tiré un profit. À l'appui de cette interprétation, on a notamment les conventions de Vienne et de Strasbourg, qui posent que la portée de l'incrimination ne doit pas se limiter au seul auteur matériel, mais à toute personne qui est impliquée. Le blanchiment alinéa 2. Vous allez voir, ça ressemble. Mais il y a des subtilités. Il est constitué par le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit. Bon, là encore, ce qu'on constate, c'est un élément matériel très large. Au-delà du placement, de la dissimulation ou de la conversion, c'est le simple concours à ces opérations qui est visé, qui va très certainement au-delà de l'aide ou l'assistance. On imagine très bien qu'il englobe certainement le simple conseil donné. Certains auteurs vont jusqu'à penser que le concours va même jusqu'à viser certaines omissions. Il n'y a pas besoin d'avoir une action positive pour apporter un concours. Bon, on n'a pas trop de jurisprudence sur le sujet et ça fait débat dans la doctrine, entre les auteurs, entre les universitaires. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est que là encore, le concours est très large, très englobant, et il vise un très grand nombre de comportements qui vont bien au-delà, certainement, de l'aide ou de l'assistance. Et on constate dans ce blanchiment alinéa 2 l'apparition de termes techniques. Là, on parle de placement, dissimulation ou conversion. Alors ne vous y méprenez pas. L'utilisation de ces termes techniques dissimule une réalité juridique qui est à l'englobement d'un maximum de situations. En fait, on parle d'opérations de placement, de dissimulation ou de conversion, mais la réalité derrière tout ça, c'est que on va chercher à paralyser tout mouvement de l'argent sale, de cet argent qui provient de l'infraction d'origine. Alors que dans le blanchiment alinéa 1, on paralysait tout le patrimoine du possesseur de l'argent sale, dans le blanchiment alinéa 2, ici, on va paralyser tout mouvement de l'argent sale. Et donc, par opération de placement, la jurisprudence va interpréter le texte pas dans le sens commun de ce qu'on entend par placement. La jurisprudence va assimiler le placement à tout acte de disposition ou d'administration, finalement. L'usage du produit direct ou indirect d'un crime ou délit. Peu importe que le but soit d'en retirer ensuite une valeur supérieure, donc ça c'est plus le placement dans le sens commun, la jurisprudence n'en a cure. Et donc de cette manière, comme des faits de placement, le fait d'acquérir des biens immobiliers, le fait de souscrire à des contrats, le fait de souscrire à divers contrats permettant le placement à l'étranger et de manière anonyme, bon là il y a un peu de dissimulation aussi. Vous allez voir, souvent c'est combiné en fait, placement, dissimulation et conversion, souvent en fait on a les trois en même temps, dans une opération. Le fait d'investir les produits d'une infraction dans diverses sociétés, le fait de souscrire à une augmentation de capital d'une société, etc. Mais aussi, au-delà de la notion commune du placement, la jurisprudence a retenu le simple fait d'alimenter un compte bancaire ouvert au nom du blanchisseur, au moyen d'espèces ou de chèques, ou au moyen d'un virement via Internet. Le simple fait d'utiliser des sommes provenant d'une fraude fiscale comme enjeu dans les casinos, ou même le fait pour l'auteur d'une infraction de déposer sur les comptes bancaires de ses proches des espèces. Voilà. C'est très large en fait le placement. Et ça correspond à l'usage tout simplement des sommes provenant de l'infraction. Ensuite, on a la dissimulation. Et là, pareil, la jurisprudence est à l'interprétation large de la notion de dissimulation. Rentre dans cette catégorie la dissimulation matérielle, le sens commun, le fait de cacher l'argent, mais aussi la jurisprudence entend par dissimulation la dissimulation juridique, c'est-à-dire le fait de donner des apparences trompeuses à l'argent. Et donc là, les illustrations jurisprudentielles foisonnent. Et enfin, la conversion. Là, elle s'entend au sens classique du terme parce que tout simplement, c'est le sens le plus large. Et donc, c'est une opération qui a pour but de changer d'unité, passer de l'euro au dollar, par exemple, ou de changer d'instrument, passer des espèces à de la monnaie scripturale, à des chèques.
changer 30 € en espèces en 30 € sur un compte bancaire. Ça, c'est de la conversion. Transformer des euros en bitcoin, par exemple. Bon, et donc vous le voyez, à travers ces 3 dimensions techniques, placement, dissimulation, conversion, en fait, on bloque toute utilisation de l'argent sale et toute personne qui approchera cet argent de près ou de loin, en ayant conscience que cet argent provient d'un crime ou d'un délit, tombera sous le coup de la qualification de blanchiment. C'est ça le but. Le but, c'est de rendre l'argent criminel inutilisable. C'est totalement assumé. Maintenant, parlons du lien avec l'infraction d'origine. Il n'est pas nécessaire, pour entrer en condamnation, d'apporter la preuve de poursuite ou d'une condamnation pour l'infraction d'origine. Si on veut vous condamner pour le blanchiment d'un vol, il ne sera pas nécessaire qu'il y ait eu une condamnation pour vol au préalable. Simplement, il suffit au juge du fond de relever les éléments constitutifs de l'infraction principale. Voilà pour ce rapide décryptage de cette infraction qui est centrale dans la politique répressive française et partout dans le monde d'ailleurs. C'était une vidéo difficile à faire parce qu'il est très dur de ne pas rentrer dans le détail. Il y a tellement à dire. Il a fallu que je fasse attention de ne pas tout dire, mais en même temps d'essayer d'expliquer le principal. Mais bien sûr, j'aurais voulu parler de plein d'autres choses, que ce soit l'auto-blanchiment, l'article suivant qui pose une présomption, la prescription de ce délit. Il y a plein de choses à dire. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous remercie. Au revoir.